après 32 ans de dictature. L'Indonésie a connu son printemps arabe à cette époque-là. Des millions de personnes dans les rues, des blindés à chaque coin de rue. Et moi, je débarque à Jakarta pour sauver les gibbons. Mauvais timing. L'ambassade de France me rappelle que je serais plus le temps de repartir en France et de continuer les études au lieu de venir sauver les gibbons. Je prends la décision de partir immédiatement sur Bornéo, loin des agglomérations, loin des grandes villes, pour me faire une idée de la situation sur place, à propos des gibbons, et surtout loin des événements. Et puis je suis confronté à la réalité. Nombreux sont les gibbons détenus en captivité, qui servent de jouets vivants. Vous voyez un gibbon dans une caisse, les gibbons mourants. Les animaux servent de jouets vivants. Donc pour la capture d'un bébé gibbon, il faut tuer la mère dans la forêt pour capturer le bébé qui est blotti contre sa maman. Comme les gibbons sont monogames et fidèles, protègent leur territoire en poussant des vocalises en duo. Si vous tuez la mère pour prendre le bébé, le mâle qui reste dans la forêt va être dépossédé de son territoire par les autres gibbons et va mourir aussi. Donc une cellule entière de gibbons est décimée pour un seul bébé. Et dans chaque village à Bornéo, et encore au jour d'aujourd'hui malheureusement, on estime encore à 6000 gibbons le nombre de gibbons détenus en captivité chez les gens. 6000 gibbons, vous multipliez par 4 ou par 5 pour connaître le nombre de gibbons qui ont été exterminés de la forêt. Donc ça c'est une réalité, et rien n'est fait pour aider les gibbons. Pendant des années, et depuis longtemps, déjà à l'époque, il y avait des organisations pour les orang-outans. Il faut sauver les orang-outans, il faut pas m'attirer les foudres de Sébastien, mais tout le monde avait oublié les gibbons. Puis une autre réalité, la déforestation. Moi je pensais que Bornéo c'était la forêt vierge de partout. Sauf que le président Suharto, en 32 ans, il a donné 90% de la forêt à Bornéo aux concessions forestières. Donc ça ne veut pas dire qu'on a perdu 90% de la forêt, mais ça veut dire qu'on a perdu 90% de la forêt primaire, cette forêt intacte et qui n'a jamais été touchée par l'homme. Les compagnies ont fait des abattages sélectifs, ont pris les essences riches, chères, et donc la forêt, il y a des pistes, il y a des traces humaines de partout. En tout cas, dans les plaines, ce qui est marqué de vert sur la carte. Et puis au-dessus des années 2000, donc là, je vais me diriger vers une présentation de ce qui se passe réellement maintenant sur place, 15 ans plus tard. Donc dans la chronologie, après les années 2000, une autre problématique, encore bien plus grave. Après les années 2000, on a une fièvre de l'huile de palme qui s'est emparée de l'Indonésie. Donc toute cette forêt, qui avait déjà été un petit peu morcelée par les compagnies forestières, est convertie en plantation. Des centaines de milliers d'hectares où il ne reste plus un seul arbre. Ça, c'est la réalité. Et il fallait l'avaler, cette réalité, parce que ce n'est pas du tout ce qui correspondait à mes rêves de gamin. Quand même, comme je vous l'ai dit, comme les compagnies forestières, les compagnies d'huile de palme s'installent dans les plaines. Donc on a toujours une forêt au cœur de Bornéo, qui représente justement à peu près 10% de la forêt à Bornéo, qui est une forêt encore de très bonne qualité, une forêt primaire, parce qu'elle se trouve sur du relief. Difficile d'accès pour les compagnies forestières à l'époque. Et pour le moment, bon, il faudrait que l'INRA ne bosse pas trop sur de nouvelles semences de palmiers à huile, mais pour le moment, les palmiers à huile produisent peu en altitude. Donc du coup, cette forêt en altitude est pour le moment plutôt épargnée. Ça, une petite idée, la forêt à Bornéo, hier, aujourd'hui et demain, on voit très bien la déforestation et on se rend compte qu'en 2020, la forêt, la projection qu'on fait sur la forêt, ce sera une forêt qui restera justement sur le relief. Là où, encore une fois, le palmier, pour le moment, peut pousser, mais n'est pas vraiment rentable. Alors, des rêves confrontés à une réalité. Maintenant, qu'est-ce que je peux concrètement faire sur le terrain pour aider les amis gibbons? Une philosophie de départ qui est toujours la même au jour d'aujourd'hui, sauver ce qui peut l'être lorsqu'il est encore temps. C'est-à-dire quoi? Je suis sur le terrain, j'ai l'opportunité de sauver un gibbon, je le fais, je le récupère. Je ne me pose pas de suite la question de savoir est-ce que je vais pouvoir le relâcher, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il... Non. J'ai l'opportunité de sauver quelque chose, je le sauve. Ça marche pour la forêt, ça marche pour les gibbons, et c'est une philosophie. Foncez, on n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps de dire on va envoyer un chercheur étudier la biodiversité de cette parcelle de forêt pour voir si ça vaut le coup. Non, on sait, il y a de la forêt, il y a de la biodiversité, sauvons, sauvons. Donc dans cette mission, il y a une chronologie qui est liée aussi à une démarche personnelle.
La naissance de l'association juste avant de partir de France, parce qu'il faut aussi monter une association pour pouvoir récolter des fonds. Et puis ça a coïncidé en 98, l'obtention du bac, la majorité et hop, le départ de chez les parents. 99, premier accord avec le gouvernement indonésien pour la création du premier programme de conservation des gibbons en Indonésie. Après plus de 9 mois de négociations à Jakarta. 2004, la création d'un second centre à Sumatra, parce que exactement les mêmes problématiques à Sumatra, déforestation, animaux détenus en captivité et hauts fonctionnaires indonésiens qui, pour une forme de prestige, vont avoir un gibbon devant chez eux, dans une petite cage, parce que ça fait bien d'avoir un gibbon qui chante le matin devant chez soi. Et puis, une démarche personnelle, 2012, l'obtention personnellement de la nationalité indonésienne. Pourquoi c'est autant important pour moi? C'est que j'ai plus les fesses sur un fauteuil éjectable en ayant maintenant la nationalité indonésienne. Donc je peux avoir un autre ton aussi avec les autorités là-bas, parce qu'encore une fois, je me bats aussi un petit peu pour mon pays maintenant, puisque j'ai la nationalité indonésienne. Et puis en 2013 aussi, via l'IUCN, on arrive maintenant à s'investir pour la protection des gibbons en dehors de l'Indonésie. Donc ça, c'est un petit peu la chronologie. Mais sur place, concrètement, Calauet, c'est quoi? Donc 2 projets. Un sur Bornéo, un sur Sumatra. À Java, on a aussi des gibbons. Il y a une organisation australienne qui s'en occupe, la Silver Gibbon Project. Et on travaille aussi en collaboration pour venir en aide à ces gibbons. Sur ces centres, on va travailler au premier aspect du projet. Sauver les gibbons, non, c'est pas la réalité. C'est sauver des gibbons. Et il m'a fallu presque 15 ans pour aussi que cette pilule elle passe. Parce que quand je suis arrivé, je voulais sauver les gibbons. Grâce à Calauet, c'était certain, les gibbons n'allaient jamais disparaître. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Calauet tout seul va pouvoir sauver les gibbons. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est sauver des gibbons. Chacun des gibbons qui croisent notre chemin. Et ça, c'est être réaliste. Et c'est déjà pas mal de sauver 1, 2, 3 gibbons. Et il faut le faire. Mais c'est la réalité, parce qu'il ne faut surtout pas que les gens pensent que « Oh, mais ça va les gibbons, il y a des associations qui s'occupent d'eux. » Non, non, non. Non, non, encore une fois, on sauve des gibbons, pas les gibbons. Alors, quand je suis arrivé à Bornéo, rien que pour construire les centres, pour s'occuper de ces gibbons, il a fallu des terrains. Pas d'argent pour acheter des terrains. Donc, dans un premier temps, je me suis installé dans un parc national. Je me suis dit, parc national, forcément, je ne serais pas embêté. Les arbres sont protégés, c'est un parc national. Sauf que dans un contexte indonésien, ça ne se passe pas comme ça. Et quand les bûcherons travaillent dans un parc national, et que je vais les voir, et que je leur dis, vous savez, c'est un parc national, vous ne pouvez pas couper ici. On regarde et on fait, t'es qui toi? Tu travailles pour le département des forêts? Ben non, moi je suis de l'association Calauet. On s'en fiche, sinon on va couper. Il faut que les gardes viennent nous voir. Les gardes ne sont jamais là. Donc après quelques années, c'est une évidence, il faut déménager. Mais j'ai toujours pas l'argent pour construire des terrains, des infrastructures sur mes propres terrains. Donc je déménage sur une île au milieu d'un lac, l'île d'Ampapak, on est en 2002. Je déménage une trentaine de gibbons sur ce nouveau site. Encore une fois, les terrains ne nous appartiennent pas, donc comment investir sur du très long terme quand les terrains ne nous appartiennent pas? Des accords sont faits avec les villageois pour qu'on puisse utiliser les terres. Je dois notamment leur acheter les fruits, exclusivement à eux. Ça se passe très très bien. Puis en finalité, vous savez, quand vous commencez à payer l'ananas 5 fois le prix du marché, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas aller ailleurs, ça commence à devenir délicat. Et puis de toute façon, encore une fois, comment investir sur des infrastructures pour loger au mieux nos animaux si les terrains ne nous appartiennent pas? Et finalement, donc plutôt récemment, en 2010, à Bornéo, on redéménage sur les terrains qu'on a achetés. Donc vous voyez la démarche, je suis arrivé en Indonésie en 98, j'ai enfin eu les moyens pour construire les infrastructures sur des terrains qui nous appartiennent plus de 10 ans plus tard. Et là, gros déménagement, parce qu'il faut déménager pas 30 gibbons, mais 130 gibbons. 10 allers-retours en hydravion, on mettait même les gibbons dans les flotteurs de l'hydravion pour économiser les allers-retours, les animaux qui étaient évidemment tranquillisés et anesthésiés. Donc voilà, rien que pour obtenir les terrains pour construire Calauet, c'est pas évident.